Nous sommes le mardi 24 décembre et nous n'avons pas atteint nos objectifs financiers, nous n'y sommes pas. En bientôt 6 ans, TV Liberté a construit l'inimaginable, une télévision libre et indépendante, offrant une information exemplaire et vérifiée et donnant la parole à tous ceux qui défendent l'esprit français et notre civilisation. Des milliers de sujets traités, des milliers d'invités, la presse audiovisuelle alternative et la fierté de la presse française qui ne vit plus que des subventions de l'État, que de nos impôts. Alors, aidez-nous, aidez TV Liberté en faisant un don. Aidez-nous à poursuivre notre œuvre de salut public qui est de crier la vérité, car seule la vérité rend libre. Bon Noël aux plus isolés de nos téléspectateurs tout d'abord. Joyeux Noël aux familles qui vont se retrouver autour du sapin ou celles qui se retrouveront devant la crèche. Bon Noël de joie et d'espérance. Ah, Saint-Malo, ville de marins, ville de corsaires, belle cité fortifiée, mais aussi et surtout, belle épine dans le pied de la Royal Navy et véritable cauchemar de l'Angleterre. Et c'est ça qui nous plaît. Les Anglais l'appelaient le nid de guêpe et les corsaires malouins faisaient tellement de mal à leur commerce qu'ils ont toujours rêvé de la raser. Ils ont essayé d'ailleurs, plusieurs fois, et plusieurs fois, ils ont eu des problèmes. Et pas des moindres. C'est le sujet de cet épisode, Saint-Malo, l'imprenable cité corsaire face à l'Angleterre. On a eu des raids, on a eu des affrontements, on a eu des bombardements, une machine infernale même, mais à chaque fois, ça s'est terminé pour les Anglais par un retour au pays, la queue entre les jambes. Alors pourquoi se priver avant Noël? C'est mon dernier petit cadeau. Tout d'abord, je tiens à souligner que j'avais déjà fait un épisode sur Saint-Malo, c'était il y a longtemps, peut-être il y a 5 ans, et c'était sur ma chaîne YouTube et non dans la petite histoire. Alors vu que j'aimerais remettre en avant cette belle histoire, j'ai choisi de vous la présenter aujourd'hui en modifiant un petit peu le texte afin de lui donner une nouvelle vie et surtout de continuer juste avant Noël sur notre belle lancée de déculottées anglaises. Commençons donc. Saint-Malo doit son nom à un saint venu, paraît-il, du pays de Galles, s'installer sur ce rocher au VIe siècle. Grâce à sa situation géographique avantageuse, la ville va connaître un réel essor dès la découverte des Amériques. Avant 1520, les Malouins fréquentent déjà les parages de Terre-Neuve pour la pêche et en 1534, Jacques Cartier découvre le Canada. Grâce à ces différentes routes maritimes ouvertes ici et là, au Brésil et en Inde, Saint-Malo devient un pôle attractif. Au XVIIe siècle, la ville devient l'une des plus importantes économies maritimes du royaume. De nombreux personnages font la renommée de la cité. Jacques Cartier, bien entendu, je viens de vous le dire, qui découvre le Canada, mais aussi des corsaires tels que René du Guestroin et Robert Surcouf. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut peut-être aussi que je refasse un épisode sur Surcouf, en mieux, vu que l'autre, il commence à dater et il n'est plus disponible sur YouTube. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À part ça, on notera aussi dans les sciences Maupertuis et puis dans les lettres, bien entendu, Chateaubriand. Avec ses nouvelles fortunes privées, Saint-Malo cultive un certain esprit d'indépendance. D'ailleurs, l'une des devises officieuses de la ville n'est autre que « ni français ni breton, Malouin suit ». Mais la réussite attire aussi les brigands et les voleurs en tout genre. La nuit, sur les quais, on lâchait les chiens du guet, de puissants dogs qui dissuadaient les plus téméraires. Ils figurent aujourd'hui sur les armoiries de la ville, comme vous pouvez le voir. À partir de 1664, date de la fondation de la Compagnie des Indes, les riches armateurs de la ville décident d'armer leurs navires pour la course.
C'est ainsi que Saint-Malo devient un véritable nid de corsaires, un nid de guêpes selon l'appellation anglaise. Les corsaires se mettent alors à harceler la marine britannique pour lui dérober ses marchandises, c'est ce qu'on appelle la guerre de course, devenant ainsi son pire cauchemar. Cette noble activité, à l'origine assimilée à de la piraterie, finit grâce à son succès par devenir légale et réglementée par une lettre de marque délivrée par le roi. Concrètement, la guerre de course, vous connaissez sans doute, ça consiste à s'équiper de petits navires rapides et puissants, capables de traquer et de capturer les navires marchands ennemis et parfois même les navires de guerre. Et en matière de course, les corsaires français et en particulier malouins seront les plus talentueux et les plus respectés. Saint-Malo va alors se retrouver en première ligne, c'est pourquoi sous son règne, Louis XIV va charger Vauban de fortifier la ville pour la rendre imprenable. Plus d'une fois, les Anglais s'y sont cassés les dents et c'est justement ce qu'on va voir maintenant parce que c'est ça qui vous intéresse, bande de petits coquins. Bon, déjà, la ville est située à l'extrémité d'un bras de terre, position avantageuse, vous savez, une sorte de sentinelle. Et en plus de ça, après Vauban, elle est solidement fortifiée. Elle dispose d'un rempart imposant et aussi d'une multitude de petits forts qui l'entourent. C'est des forts qui sont situés sur des îles alentours. On peut citer notamment le Fort Royal, devenu fort national après la Révolution, puisque les révolutionnaires adorent tout renommer. Le Fort Royal a été construit pour éviter tout débarquement sur la plage. Il y a aussi le fort Harbour ou encore le fort du Petit Bay ou le fort de la Conchée. Alors évidemment, à Londres, on rumine, il faut les comprendre, les pauvres. Ils peuvent même plus piller le monde tranquille en paix sans se faire piller eux-mêmes en retour. Alors très rapidement, le mot d'ordre devient clair, il faut raser Saint-Malo. Le premier raid anglais d'importance intervient en novembre 1693. Nous sommes en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg, sous Louis XIV donc, et l'Angleterre décide d'en finir avec ce nid de guêpes qui est Saint-Malo. Le 26 novembre, une flotte de 30 à 40 vaisseaux anglais et hollandais s'approche de la baie, bombarde le fort Lalatte, s'empare d'un fort inachevé, celui de la Conchée, en capturant les ouvriers qui y travaillaient. Le soir venu, ils bombardent la ville, non sans essuyer une sérieuse riposte de l'artillerie des remparts. Le lendemain matin, rebelote. Et souvenez-vous, cette règle simple en matière d'artillerie, un canon sur terre vaut 3 canons sur la mer. C'est pour ça qu'ils ont eu du mal. À la suite de cette attaque, pourtant, les dégâts de la Royal Navy sont ridicules. Quelques fenêtres cassées, un peu de ce genre de truc, quoi. Formidable, quoi. Bravo les gars. Alors, frustrés comme pas possible, le jour suivant, les Anglois s'attaquent au Fort Royal. Et encore une fois, c'est un gros flop. À la nuit tombée, ultime tentative. Et non des moindres cette fois, un navire noir mystérieux fonce droit sur les remparts. Il s'agit de la Machine Infernale. Un petit navire chargé de bombes, d'explosifs, d'armes, de tout ce que vous voulez, construit en secret pendant les 2 années précédentes. Alors ce soir-là, silencieusement, discrètement, il s'approche de la tour Bidouane. Pourquoi la tour Bidouane? En particulier, tout simplement parce que c'est là qu'était stockée toute la poudre de la ville. Leur but est donc simple. À défaut d'arriver à prendre Saint-Malo, il est désormais question de la faire sauter. Littéralement, c'est pour vous dire à quel point ils en ont gros. Donc la machine infernale s'approche tranquillement, mais alors qu'elle n'est plus qu'à 50 mètres de la muraille, un violent coup de vent la projette sur les rochers, l'ouvrant par le fond. Alors moi, j'y vois un signe. Alors soit un signe que Dieu existe, soit beaucoup plus probable, un signe que Dieu n'aime pas les Anglais. Enfin bref, à bord de ce petit navire, qui a un faible tirant d'eau, on le voit à peine, c'est la panique, on monte à bord d'une chaloupe, mais avant de partir, on y met le feu. Oui, il faut bien qu'il explose, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, cette machine, ce qui déclenche une explosion terrible. Toutes les vitres de la ville sont soufflées, les toitures sont arrachées, mais les remparts restent intacts et la tour Bidouane également. Bilan, 6 Anglais tués, ceux qui étaient sur la chaloupe, et aucun Français touché. Ça fait toujours plaisir. Devant cet énième échec, cet ultime échec, les Anglais rebroussent chemin. Saint-Malo a tenu bon. Deuxième raid majeur, 2 ans plus tard, juillet 1695, les Anglais reviennent tenter leur chance avec cette fois 75 vaisseaux, et toujours accompagnés des Hollandais, faut pas déconner, sauf que cette fois, les travaux du fort de la Conchée sont terminés. Vous vous souvenez, le fort de la Conchée, c'est le fort qui n'était pas achevé lorsqu'ils étaient arrivés la première fois. Ils l'avaient capturé ainsi que les ouvriers qui y travaillaient. Donc les Anglais qui ignorent que le fort est terminé, ils arrivent tranquillement comme d'habitude et ils se dirigent
vers la fosse où ils avaient l'habitude de jeter l'ancre, qu'on avait d'ailleurs appelée la fosse aux Anglais. Et là, surprise, boum, 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 la batterie du fort leur souhaite cordialement la bienvenue. Ce jour-là, le fort de la Conchée leur cause tant de dégâts que plus jamais ils ne reviendront jeter l'ancre à cet endroit. J'essaye de me retenir de sourire pour rester objectif, mais j'y arrive pas. Malgré ces deux revers cuisants, les Britanniques vont revenir à la charge, plus tard cette fois en juin 1758. Nous sommes alors sous Louis XV en pleine guerre de 7 ans. Mauvaise guerre pour nous, mais pas pour Saint-Malo. La guerre de 7 ans, vous le savez, est une guerre qui se joue sur tous les continents, mais le gouvernement anglais voulait aussi menacer la France directement sur ses propres côtes afin d'affecter l'opinion publique. Ils vont donc mettre au point une série de descentes sur les villes côtières, parmi lesquelles, bien sûr, Saint-Malo. Sauf que cette fois, ils ont bien retenu la leçon. Pas question de se frotter aux défenses de la ville par la mer. Ils sont pas fous, hein, ils sont anglais, mais ils sont pas fous. Alors le 5 juin 1758, si je ne me trompe pas, oui 58, le 5 juin, les troupes de Sa Majesté débarquent dans la baie de Cancale avec la ferme intention de couper l'approvisionnement de la cité malouine en s'emparant de la chaussée qui la relie à la mer. Donc ils débarquent tranquillement, comme d'habitude, tout commence bien pour eux. Mais soudain, quand des éclaireurs leur rapportent qu'une importante armée française est en marche pour délivrer la ville, le duc de Marlborough mouille sa culotte et décide de réembarquer. Ah, quand on n'est pas protégé derrière la Manche, on fait moins le fier, hein. Donc il réembarque sans demander son reste. En septembre de la même année, voilà les Anglois qui retentent leur chance. Ils débarquent à Saint-Briac cette fois, se frottent à nouveau aux défenses de Saint-Malo, puis rebroussent chemin. Mais alors qu'ils sont en route vers les plages pour réembarquer, encore une fois, déjà qu'ils sont harcelés par les milices locales, ils sont accueillis le 11 septembre 1758 par le duc d'Aiguillon. Avec ses 7000 hommes, le duc pousse les Anglais à la mer en remportant une victoire très symbolique et très plaisante. C'est la bataille de Saint-Cast. Cette fois, on ne les reverra plus. Voilà pour les raids, tous repoussés donc. Mais par la suite encore, Saint-Malo connaîtra d'autres gloires grâce à ses corsaires. Sous la Première République et sous l'Empire, c'est le grand Surcouf qui portera haut les couleurs de la ville et de la France. Et comme ses prédécesseurs, il ne laissera aucun répit à la marine britannique et deviendra à son tour son pire cauchemar. Mais plutôt que de vous en parler là, vite fait, comme ça en fin d'épisode, je préfère plutôt, comme je vous l'ai dit, vous refaire un épisode bien propre dans les semaines qui viennent, si vous êtes d'accord. Bon, après, je continue pas non plus l'histoire de Saint-Malo jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après, c'est triste parce que les Anglais et leurs copains américains, ils se sont bien vengés quand même en pilonnant la ville, comme ils ont pilonné la Normandie d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Enfin bref, on se retrouvera pour de nouvelles aventures et pour Surcouf, donc si vous êtes d'accord. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, à vous ainsi qu'à votre famille. Et je vous dis à bientôt sur TV Liberté pour de nouvelles humiliations anglaises, je l'espère en tout cas. Vive Saint-Malo, vive Surcouf et vive la France.